C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce midi pour animer le libre journal de la liberté politique, toujours aux côtés d'Anne-Laure Mahler, mon assistante. Nous allons traiter dans ce libre journal de la place actuelle de l'homme dans nos sociétés. Nous avons intitulé l'émission « Où sont les hommes ?», de façon un peu provocatrice. Que sont aujourd'hui devenus nos pères ? Force est de constater, si l'on se libère et que l'on prend le temps de se détourner de la pensée unique qui pollue nos médias, entre autres, que les hommes sont désormais interdits aujourd'hui, on va dire, et le faire simplement pour développer par la suite, interdits de virilité et par conséquent d'autorité paternelle, devenant presque des mères comme les autres. Alors pardonnez-moi ce trait d'humour, mais il illustre la féminisation de notre société, et ce pas forcément dans le bon sens du terme. Je recevrai pour en parler Sylvain Durin, qui est auteur, réalisateur, notamment d'un ouvrage que vous pouvez retrouver sur YouTube, d'un documentaire qui s'appelle Le sang du père, qui prendra le temps de nous exposer, et d'un autre qui est en cours de rédaction, mais on va en parler après, Sylvain, qui s'appelle Le matriarcat sacrificiel. Je recevrai également Pierre Hilard, docteur en sciences politiques, je vous le présenterai ensuite, Virginie Vota et Marion Sigaud. Donc nous sommes en parité aujourd'hui quasiment complète dans les studios ou par onde interposée de Radio Courtoisie pour parler des hommes. Que sont devenus les hommes qui nous écoutent, auditeurs de Radio Courtoisie. Nous attendons évidemment vos réactions, mais aussi mesdames, puisque je peux encore dire sur Radio Courtoisie mesdemoiselles, pour réagir à ce sujet, et nous posons vos questions avec plaisir. Je vais commencer par vous, Sylvain Durin. Merci d'être venu, de nous avoir rejoints. Merci de votre invitation. Donc vous êtes auteur-réalisateur. Pour que je vous situe, parce que la radio par définition, les auditeurs ne vont pas vous voir, vous êtes d'une génération de trentenaires. Tout à fait, oui. Comme Virginie Vota, donc nous avons la chance d'avoir aujourd'hui aussi la vision de cette génération de trentenaires qui pourtant a baigné dans la théorie du genre, dans tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme de 30 ans à s'interroger sur la place de l'homme aujourd'hui et par conséquent la place du père ? Je crois que ça remonte assez loin en fait, ça remonte un peu à la maternelle d'après mes souvenirs. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être dans une maternelle, disons, française classique. Et ça m'avait déjà marqué, je pense, quand j'étais dans cet âge-là, de voir le nombre de familles divorcées. Et d'être en fait une espèce d'exception dans cette cour de récréation, celui qui avait encore ses parents mariés. Donc je pense que cette intuition, j'ai 33 ans. Ouais. Donc, d'accord. Ouais, et je pense que cette intuition est venue de là, et puis au fil du temps, j'ai remarqué, dans mes travaux dans l'éducation nationale notamment, que les jeunes à problème, comme on appelle, étaient souvent ceux qui avaient un problème avec leur père, soit père manquant, soit père absent. Et qui était dans une famille monoparentale. Et du coup, j'ai décidé aussi, à travers le cinéma, d'après mes études qui étaient dans le cinéma à l'époque, d'analyser la figure du père et sa disparition, que j'ai repéré aussi au cinéma. Par exemple, dans les films qui sont dialogués par Audiard, oui. On a l'impression qu'en fait, on nous montre des exemples de virilité, des Ventura, des Gabins, etc. Les tontons flingueurs. Dans les tontons flingueurs. Alors qu'en réalité, on est déjà sur la fin. En fait, Michel Audiard nous a montré la fin de la virilité et la fin de l'homme au sein de la famille. Pourquoi déjà sur la fin ? On voit dans cette scène qui est culte dans la cuisine, tous ces hommes qui ont plus de 50 ans, qui sont reclus dans la cuisine en fait, en train de parler du bon vieux temps, de servir de la pomme, Il y en a. Pendant que la jeunesse mondaine fait des mondanités et fait le futur dans le salon. C'est vrai. Et en fait, Audiard nous a montré ça avant tout, d'après moi en tout cas. Et vous dites, je vous ai vu dans une interview, vous êtes aussi intéressé à Jacques Audiard, son fils. Tout à fait, oui. Qui, quand il s'est fait remettre une palme, je crois. La Palme d'Or, oui. La Palme d'Or, je ne sais pas, vous suivez l'actualité de Cannes, a remercié... Il a remercié son père, cet enfant qu'il a eu trop tôt. Voilà. Là, vous étiez dans le sujet aussi. C'est dans le sujet. Et Jacques Audiard a toujours refusé, au début de sa carrière de réalisateur, de dire qu'il parlait de ça dans ses films, de la figure du père. Et il l'a avoué... Il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans quoi, à peu près. Et en fait, il a continué le travail de son père. C'est-à-dire qu'il a remplacé les grandes figures, Lino Ventura par Romain Duris, Jean Gabin par Mathieu Kassovitz. Voilà, ça n'a rien à voir. Il montre en fait
la suite de cette jeunesse des mondanités, ce qu'elle est devenue ensuite, quoi. Il y a une continuité. Donc en fait, ça vous vient de là, de ce que vous avez constaté, vous, qui n'avez que 33 ans, sur déjà une absence du père dans la cellule familiale. Voilà. Exactement. Ensuite, vous avez écrit un livre, avant de faire un documentaire, qui s'appelle Le sang du père. Le sang du père, un meurtre cinématographique, où j'analyse justement cette disparition du père dans les films de Jacques Audiard. D'accord. Et en ce moment, alors vous avez une initiative, et ça je voulais en parler à l'antenne, pour sensibiliser les auditeurs de Radio Courtoisie. Donc vous avez lancé une souscription. C'est ça. Sur ulule.com. Alors Ulule, ça s'écrit U-L-U-L-E. Oui, c'est ça. ulule.com. Et en fait, donnez-nous un peu le principe de cette souscription. Alors en fait, les gens peuvent précommander leurs livres. Donc il en faut 200. Et en fait, ce financement participatif va me permettre de me libérer du temps pour terminer l'ouvrage que j'ai commencé d'écrire finalement il y a déjà presque 10 ans, puisque toutes ces notes commencent à être assez vieilles maintenant. Et du coup, ça me permettra dans les 6 prochains mois d'écrire ce livre, et avec l'objectif de le sortir en septembre prochain. Voilà. Oui. Donc j'insiste, c'est pas un don, c'est une précommande de livre. D'accord, très bien. C'est pas un don. D'accord. Donc les personnes qui voudraient, elles vont sur le site ulule.com. Ou sur votre site à vous ? Ils peuvent se rendre sur mon site personnel, sylvaindurin.fr, et c'est le premier article, et ils sont directement dirigés sur le... Alors Durin, ça s'écrit D-U-R-A-I-N. C'est ça. D'accord. Et là, en fait, c'est une précommande. Voilà, c'est pas un don, c'est important de le rappeler. Ça leur permettra, une fois que le livre sera fait, de l'obtenir et qu'il soit expédié. Voilà, ils auront utilisé leur argent pour c'est permettre... assez génial comme principe. C'est assez génial. Ouais. À côté de vous, parce que comme ça, on fait un petit chapeau d'introduction pour chacun. Donc on a... Est-ce que je peux dire mademoiselle ? Oui, bien sûr. Alors je dis mademoiselle Virginie Vautrin, et on est bien contente d'avoir une mademoiselle dans le studio, n'en déplaise à la SNCF et au reste. Donc vous œuvrez essentiellement sur YouTube. Oui, Présentez-vous en quelques mots alors. J'ai un cheminement assez atypique, puisqu'à la base, rien ne me destinait à être là, ou même à être une femme catholique de droite. Puisque je suis née dans un milieu, pour résumer, de gauche et athée. Je n'ai reçu aucune éducation religieuse. Et j'ai fini par prendre position, si vous voulez, pour défendre mes convictions et partager. Parce que depuis très jeune, j'ai l'impression de provenir d'une autre époque et de ne pas trouver ma place dans cette société. Et naturellement, cela m'a poussée dans tout un procédé d'introspection, de recherche, d'études pour comprendre à la fois si j'avais un problème, si j'étais anormale. C'est intéressant de dire que parce que vous ne vous sentez pas dans votre société, vous pensiez avoir un problème. Effectivement, oui. Je n'ai jamais remis, alors c'est peut-être ce qui est assez intéressant dans mon parcours, mes convictions ou ma nature féminine plus précisément en question. C'est-à-dire que j'ai toujours eu une vision de femme que l'on appelle traditionnelle, parce que maintenant il faut ajouter un adjectif qualificatif pour distinguer de la modernité qui est devenue la nouvelle norme. Donc une vision de la féminité et de la virilité dite authentique. Et je me suis très tôt aperçue que cela ne concordait absolument pas avec l'idéologie distillée dans la société, sans même comprendre à l'époque cette idéologie. Donc je ne trouvais pas de place ni de repère. Le fait de grandir sans repère aussi provoque beaucoup de difficultés pour savoir qui l'on est, qui l'on veut devenir et comprendre notre propre fonctionnement. Et sans repère, on n'attend pas forcément que de la société d'avoir des repères. Donc vous en avez peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas être indiscrète, mais manquer au niveau de la cellule familiale ou... C'est des choses... Après, on grandit en tant que femme et c'est les hommes que vous avez rencontrés, c'est même les amis, hein, mais quelle vision vous aviez de l'homme qui ne vous corresponde pas ? La vision de l'homme qui ne me correspond pas ? C'est la vision d'un homme qui n'a pas sa place d'homme, comment vous dire, c'est la vision de ce que l'on appelle l'homme moderne ou l'homme nouveau, l'homme qui ne donne pas aussi à la femme sa place de femme, qui ne, à mon sens, pour s'épanouir en tant que femme, parce qu'évidemment c'est une question que je me suis également posée, il faut, comment dire, hommes et femmes ont en chacun d'eux des qualités dont l'expression n'est possible qu'ensemble. Et ils sont par essence complémentaires, si vous voulez. Et sans la présence d'un homme, on va dire traditionnel, mais d'un homme tout court, une femme, à mon sens, ne peut pas se sentir pleinement femme et exalter ces qualités-là. Il y a comme un manque, si vous voulez, il y a comme un vide en soi. Voilà. Johnny Depp n'a pas sa chance avec vous.
Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez l'émission de Anne-Sophie Hongre-Boyel-Dieu et la thématique porte sur la présence des hommes dans notre société. Et pour l'instant, vous avez pu entendre Sylvain Durin, donc, qui est réalisateur et auteur d'un livre sur le matriarcat et le patriarcat, et Marion Sigaud, qui nous présentait... Non, pardonnez-moi, excusez-moi, mademoiselle Virginie Vota, qui est réalisatrice et qui nous présentait son parcours donc jusqu'à nous. J'avais une question à vous poser. Les gens autour de vous n'étaient pas malheureux, donc qu'est-ce qui vous a fait percevoir que les codes qui vous étaient transmis sur la féminité libre de l'homme ou l'homme libre de la femme, qu'est-ce qui vous a fait vous interroger sur le fait que c'était peut-être pas ça la vérité en fait du bonheur, et puis du bonheur non seulement en famille mais sans doute dans la société, parce qu'il y a des femmes qui, même sans être accompagnées d'un homme, sont heureuses parce qu'elles trouvent de la virilité dans leur entourage, leur père, leurs frères, leurs amis, même sans être en couple. C'est intéressant ce que vous dites, parce que au début, vous dites que les gens dans mon entourage n'étaient pas malheureux. Or, au contraire, moi j'ai constaté énormément de souffrance, de personnes atteintes de troubles psychologiques, voire psychiatriques. Et c'est justement cette souffrance-là qui m'a interrogée, la souffrance que j'ai ressentie aussi. La souffrance, c'est ce qui nous met en mouvement, nous remet en question, donc nous pousse à chercher des réponses. Et c'est justement en constatant cette détresse dissimulée, à mon sens, sous une apparence de liberté et de satisfaction de ses propres désirs, en constatant notamment que beaucoup de femmes de ma génération se lançaient dans... Je le dis comme ça parce que c'est, à mon sens, la vérité, mais dans une sorte de libertinage, si vous voulez, en cumulant les relations, sans jamais se sentir satisfaite, comme si elles cherchaient indéfiniment quelque chose chez autrui qu'elles n'avaient pas en elles, et notamment pour celles qui n'ont pas la foi, en fait, qui n'ont pas trouvé Dieu, c'est aussi un point extrêmement important. Donc, c'est de voir autant de détresse dans la société, autant de souffrance chez des personnes qui, en apparence... De solitude aussi, on en Ah parlait. oui. Alors là, de solitude, n'en parlons pas. Oui, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, je crois qu'il y a des statistiques qui disent que 30% des jeunes de 20 à 30 ans sont dans l'isolement et la dépression. C'est très inquiétant. Et j'en ai fait moi-même l'expérience aussi. Donc c'est en constatant tous ces dysfonctionnements, ce mal-être ambiant, bien dissimulé, il est vrai, sous la consommation, l'apparence de la satisfaction joie. personnelle, de la fausse joie, oui, voilà, et de la satisfaction matérielle, qui vient remplacer quelque chose de plus profond, un vide existentiel en fait. Alors, nous recevons aussi Pierre Hillard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en sciences politiques. Oui. Vous avez écrit de nombreux livres. Dont le dernier est à paraître. Alors c'est l'Atlas du mondialisme aux éditions Le Retour aux sources, et j'en profite pour dire qu'il est réimprimé et qui sera disponible à partir du samedi 2 décembre aux librairies donc parisiennes en particulier, mais toutes les librairies françaises, mais librairies comme Facta, librairie française, Duquesne Diffusion, et sinon carrément aller sur le site des éditions Le Retour aux sources. Donc vous enseignez la géopolitique dans des écoles de journalisme et de commerce. Oui. Vous avez une vision, et c'est pour ça que votre témoignage est complémentaire de celui de Sylvain ou de Virginie. Et d'ailleurs, vous intervenez dans le documentaire de Sylvain Durand sur le sang du père. Il m'a forcé. Voilà. Je plaisante. qui est vraiment à visionner, et j'incite les auditeurs de Radio Courtoisie à aller le visionner. Vous avez une idée qui s'inscrit plus de la place du père et de l'homme dans l'histoire, déjà, et surtout sur ce que vous appelez, vous, le mondialisme. Et vous repartez quasiment de la Révolution française. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors déjà, même pour le mondialisme, je commence même bien avant, parce que je montre qu'il y a deux mondes qui s'opposent. Alors, je vais très court. Un concept spirituel et politique défendu par la synagogue et l'autre défendu par l'Église. Ensuite, je déroule, j'allais dire, le tapis, et en particulier pour la Révolution française. Et c'est là où j'ai rejoint en particulier les idées et les convictions de Sylvain, pour la disparition du père, au sujet de la destruction de la famille royale, avec Louis XVI et Marie-Antoinette qui ont été décapités, d'abord emprisonnés avec leurs enfants, et destruction de l'enfance, en particulier le petit Louis XVII, qui va être enivré, devant sa mère, qui voyait par les barreaux de sa prison son petit garçon enivré,
pour ensuite le faire signer, le papier est aux archives nationales, faire signer qu'il avait, le petit garçon, donc le petit Louis XVII, couché avec sa mère. Et il y a cette fameuse réplique de Marie-Antoinette, lorsqu'on l'accuse de cela, elle se lève d'un bond et elle dit « j'en appelle à toutes les mères » et toutes les poissardes, qui étaient quand même pas très délicates, vont quand même se ranger du côté de Marie-Antoinette, et le tribunal révolutionnaire va être obligé d'enlever ce papier. Et ce petit Louis XVII, officiellement, il est mort au temple dans des conditions atroces. Donc c'est très intéressant de voir qu'on a dans la Révolution française destruction de la famille, du roi de France d'abord, qui était le père de la nation. Je rappelle que lorsque le roi de France s'adressait à ces sujets, il disait pas Français, Françaises, il disait à mes peuples, parce qu'il y avait une diversité. Et donc, la source du mal, pour comprendre la situation actuelle et comprendre les travaux de Sylvain, il faut bien comprendre que la source du mal a commencé en 89 avec la destruction de la famille, la première cellule familiale qui était l'emblème, et le poison s'est diffusé au cours des générations, et là on arrive alors au grand galop avec une atomisation de la société française mais européenne, et parce que les principes de la Révolution ils se sont répandus, merci, grâce à Napoléon Ier. Le poison a été diffusé. Donc les propos de Sylvain au sujet du père ou de Virginie, mais je les rejoins entièrement, et mon objectif dans mon livre Atlas du mondialisme, ça a été de montrer les répercussions profondes, parce que la cellule de base, c'est la cellule familiale. Alors, je rappelle quand même un homme, une femme. Et ensuite, destruction des provinces classiques, traditionnelles, d'où, dans le cas de la Révolution française, destruction par suppression des provinces, et on met à la place des départements, mais à l'origine des départements en carré, donc une vision purement géométrique, mécanique, inhumaine de la société humaine. Mais ensuite, pour des raisons d'autres pratiques, ils ont créé donc des départements en fonction des critères géographiques, fleuves et montagnes. Et j'ai expliqué que c'était un poison qui s'attaquait à une tournure d'esprit, parce que on est tous tributaire de notre origine, j'allais dire génétique, l'ADN, mais aussi on est tributaire de nos origines, l'origine sociale, l'éducation, le comportement moral de nos aïeux. Et à partir du moment où le poison a été injecté avec les principes de 89, et il s'est diffusé, alors au début lentement, parce que l'Église catholique est encore puissante au 19e siècle et début 20e siècle, donc ça a freiné. Et puis depuis Vatican II, alors là, c'est porte ouverte. Et maintenant, je pense que ça a commencé avant. On charge Vatican II. Oui. Mais l'Église, mais ce que vous dites est juste, parce qu'en fait, Vatican II n'est que l'expression. La partie visible. Voilà, n'est que l'expression. C'est ce que je raconte dans mon livre. C'est l'aboutissement de tout un processus. En fait, ce n'est que la conséquence d'un travail de fond qui avait commencé bien avant Vatican II, et en fait qui avait commencé, je vais vous dire, dès la Renaissance. Et pour vous illustrer le poison, il faut savoir par exemple qu'un Louis XVI, son confesseur qui s'appelait l'abbé Vermondant, était officier du Grand Orient de France. Donc vous voyez, le poison, en fait, Vatican II était bien avant, enfin les éléments à l'origine de Vatican II qui allaient donc détruire temporairement l'Église, parce qu'elle est insubmersible, mais en tout cas qui allait imposer l'Église conciliaire, le mal est ancien. Alors, je vais revenir à vous, Sylvain Durin. Je vais reprendre un peu la thématique de votre documentaire Le sang du père. Vous commencez par pour tout ce qui est communauté primitive, en fait. Vous remontez très loin. Exactement, oui. Alors, je pourrais rebondir un peu sur ce qu'a dit Pierre, parce que je pense que l'aspect de la Révolution, c'est très important au niveau symbolique, parce que le roi de France a été sacrifié, c'est un rite sacrificiel qui s'est déroulé, en fait. Et on parle de où sont les hommes. Il faut voir un peu où étaient les hommes avant la Révolution et où ils sont aujourd'hui, et pourquoi ils en sont là aujourd'hui. On a fait croire que le peuple était pour, en fait, mais c'était pas demandé par le peuple. Tout à fait. Et avant la Révolution française, donc le roi est le lieutenant du Christ, ça c'est très important, c'est une séparation énorme avec les rois païens qui étaient l'époux des déesses. Donc on était dans un cycle matriarcal, et là on était dans une société patriarcale, et qui était appuyée par une famille nucléaire non égalitaire. Là où Pierre a raison, c'est que la famille un homme, une femme, la famille un homme, une femme, c'est très important, mais nucléaire non égalitaire, c'est-à-dire qu'il y avait la primogéniture. C'est-à-dire que la famille, quand elle donnait ses biens, c'était au premier fils. Pour éviter de les séparer trop, ce que vous dites dans le documentaire. Exactement. Et la Révolution, ce qu'a fait la Révolution, c'est qu'elle a brisé ça. Et elle s'est appuyée sur une famille qui était présente dans le bassin parisien, qui était une famille nucléaire égalitaire. Pourquoi vous dites nucléaire ? Nucléaire, c'est un homme, une femme, en fait. D'accord. Un homme, une femme, les enfants. Voilà.
Parce que dans mon livre, j'analyserai les 3 niveaux, le niveau Oui. familial, le niveau politique et le niveau religieux. Oui. Et on oublie souvent le niveau de base, familial, c'est très important, parce que cette famille nucléaire égalitaire a créé un homme qui a été obligé de forcer son autorité. Comme il devait séparer ses biens en 5, 6, 7, parce qu'à l'époque il y avait des grandes familles, Oui. eh bien, il devait jouer de son autorité jusqu'au totalitarisme. Et c'est ce qui donne le père du 19e siècle. Et c'est ce qui donne ce que j'appelle le patriarcat dégénéré. Et les féministes, quand elles nous disent qu'il faut absolument tuer le patriarcat, etc., elles se basent sur ce patriarcat-là, qui n'est pas du patriarcat, en fait. Et en fait, elles se battent contre un fantôme, parce que ce patriarcat, Exactement, ouais. de toute façon, il est mort. C'est du patriarcat dégénéré. C'est-à-dire qu'on a fait croire à l'homme qu'en étant totalitaire, violent, etc., il avait sa place d'homme, alors que le patriarcat, c'est tout l'inverse. Le patriarcat, c'est le seul système qui reconnaît la femme en tant que fille, mère et femme. Tandis que le matriarcat, c'est totalement différent, mais là on s'éloigne un peu du sujet. Et il y a l'aspect, et on reviendra parce que Virginie l'a beaucoup développé, de la protection. Il n'y a pas que l'autorité. Le père était peut-être fort, dans votre patriarcat, je ne sais pas si c'est, je pense que c'est le cas, mais il était aussi protecteur. Il était protecteur, oui. Alors là, on peut revenir aux communautés primitives, si Oui. vous voulez. Ça fait une petite transition. Oui. C'est que j'ai l'impression que l'homme d'aujourd'hui, pour se sentir homme, il ne va que vers cette protection-là. C'est-à-dire qu'il accepte de travailler 60 heures par semaine pour ramener un salaire, payer ses pensions de la femme avec qui il n'est plus. Et en fait, ça nous renvoie aux communautés primitives, où dans ces communautés-là, l'homme n'était pas le père n'existait pas, l'homme était simplement le protecteur du clan. Et je trouve que l'homme d'aujourd'hui ressemble beaucoup aux Indiens Guarani. Alors ça va faire sauter les gens derrière leur poste. Ça nous fait Mais pas envie. les Indiens Guarani, c'était des guerriers. Oui. Et ils étaient chargés de la protection du clan. Ils allaient à la chasse, etc. Et c'est le soir ou autour du feu, quand les femmes dormaient, qu'ils chantaient ce qu'ils voulaient être. Ils projetaient leur ego dans des chants, et c'est ces chants-là qui montraient qu'ils voulaient être autre chose que des hommes violents, et qu'ils voulaient être des pères. Et c'est ça, je conseille le livre de Pierre Clastre qui s'appelle Le Grand Parler, ou Le Parler Grand, je sais plus, qui nous montre ça. J'ai l'impression que l'homme ne va pas vers le progrès, mais régresse vers les communautés primitives. Ça, j'en parlerai dans mon livre. Très bien, intéressant. On va aller vite forcément, mais on achètera votre livre qu'on peut précommander sur le site Anne-Laure. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous entendez une émission que je vous promets passionnante, parce que nous avons 3 invités passionnants sur la place des hommes dans notre société. Donc, vous venez d'entendre Sylvain Durin, qui est réalisateur et auteur, qui vous invite à précommander son livre sur le site frulule.com, et la précommande est possible jusqu'au 8 décembre, chers auditeurs, donc il faut vous presser, parce que après, eh bien, vous serez obligés d'attendre fin septembre 2018 pour avoir votre livre. Voilà. Ensuite, vous entendez Virginie Vota, qui est réalisatrice et qui nous témoignait de son parcours, de ses observations qu'elle a pu faire sur la société dans laquelle elle a grandi. Sylvain Durin et Virginie Vota sont tous les deux trentenaires, et ils font partie de cette génération qui aujourd'hui essaie de renouer avec le combat à la fois pour les hommes et pour des femmes authentique. Et enfin, vous entendez aussi Pierre Hillard, qui enseigne la géopolitique et qui replace les propos de Sylvain Durin et Virginie Vota dans la perspective historique. Alors, les auditeurs de Radio Courtoisie vous envoient déjà leurs félicitations pour l'émission, et une femme qui s'exclame « Ah, enfin des hommes !» Il parlait des hommes présents sur le plateau, j'ai l'impression. Oui, qui sont quand même en minorité souvent dans cette émission. C'est pas le cas toujours à Radio Courtoisie. En général, c'est plutôt ces messieurs qui sont en majorité. Et un homme un auditeur donc, qui nous dit merci pour votre courage et votre honnêteté, bravo. Alors, je reprends Sylvain, et après, comme ça, Virginie et Vota, et vous-même pourrez réagir. Donc, c'est intéressant de voir que votre idée globale, c'est qu'aujourd'hui, il y a un retour finalement à la communauté primitive, et apparemment pas dans le bon sens du terme, concernant au moins la place des hommes et par déduction celle comme époux et comme père. Vous abordez ensuite dans votre documentaire Le sang du père, le christianisme, on l'a déjà un petit peu évoqué. Tout à fait. Oui. Alors, c'est quoi la place du père, de l'homme dans la religion chrétienne? Alors la place du père dans la famille, donc c'est famille nucléaire non égalitaire, et il a cette autorité uniquement parce qu'il a l'autorité
qui en fait redescendait du roi de France et qui lui-même redescendait de Dieu le Père. C'est-à-dire que sans cette transcendance, le Père catholique n'existe pas. Donc c'est ça qui est très important à comprendre, c'est qu'on n'est pas père juste parce qu'on a des enfants. On est père parce qu'on a eu cette transmission de père en père en réalité, qui remonte jusqu'à Dieu le Père. Donc ça c'est l'idée de la transmission. Exactement, c'est l'idée de la transmission. Et c'est ce qui manque aujourd'hui avec ce qu'on appelle les pères manquants par exemple. C'est une grande figure, il y a les pères absents, les pères manquants. On a l'impression que parce que le père est présent, il joue son rôle de père alors qu'il est manquant dans l'extrême majorité des cas. Je ne vais pas dresser un tableau noir aujourd'hui, mais il y a plein d'espoir, etc. Mais ce père manquant, c'est le père... Il est manquant en tant que, comme on l'entendrait, être Exactement, père. C'est le père qui est mis sur un piédestal parce que... C'est le père qui est mis sur un piédestal parce qu'il se comporte comme une mère. C'est une espèce de mère bis. Voilà, donc il change les couches, donc il est père. Exactement, voilà. On va y aller concrètement Tout avec des exemples qui parlent. Et ça peut être ça peut être aussi une manière d'être. Oui. Ça peut être des références culturelles aussi qui ne transmet pas à ses enfants. Ça peut être une posture, une place, voilà, toute la symbolique est très importante en fait. Et cette relation entre le père et son enfant est un peu brisée par ce que j'appelle ce cycle matriarcal, parce que la relation entre le père et l'enfant, elle est verticale. Elle ne peut pas être horizontale. Et aujourd'hui, on oblige l'homme à être un bon homme en étant une espèce de femme bis. Et c'est ça qu'il faudrait dire aujourd'hui. Alors, est-ce qu'à contrario, je vous dis, mais après je m'adressais à mademoiselle Virginie Vota, est-ce qu'à contrario, parce que la figure de l'homme se féminise, finalement, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire, puisqu'on lui demande d'être une mère, à contrario, est-ce que la femme se virilise ? Alors là, je pense que pour répondre, je peux amener le concept d'indifférenciation, plus qu'égalitarisme. Parce que égalitarisme, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut dedans, mais un des objectifs de la République, c'est l'indifférenciation générale. Donc on va indifférencier tout d'abord les hommes et les femmes. La République actuelle, comme elle est vue aujourd'hui. La République actuelle. Même depuis toujours. Disons la République actuelle. En indifférenciant l'homme et la femme, on va créer ce que René Girard appelle une rivalité mimétique. Et cette rivalité mimétique va se porter sur un objet. L'objet aujourd'hui, c'est le salariat. On fait croire aux femmes qu'elles se libèrent par le travail. Donc l'homme et la femme vont vouloir la même chose, c'est-à-dire le travail. Et en fait, on va créer une concurrence entre l'homme et la femme alors qu'on est dans le pays des bonnes mœurs entre les hommes et les femmes, où les hommes et les femmes étaient complémentaires. Alors qu'aujourd'hui, on veut les mettre sur un pied d'égalité par l'indifférenciation. Et on sait que l'indifférenciation mène à la violence. Comment voulez-vous construire une nation saine et pérenne sur un modèle familial de rivalité à l'intérieur même des familles ? C'est complètement impossible. Virginie Vota, quel est votre sentiment là-dessus ? Est-ce qu'on a virilisé les femmes ? J'apporterai juste une nuance. Je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Sylvain Durin. Mais je dirais que le problème vient aujourd'hui de cette fameuse citation aussi de Rousseau. Nous sommes des tout individuels et solitaires. Et en plus de effectivement, l'indifférenciation entre hommes et femmes, puisque, à mon sens, c'est la République des Lumières, comme on dit, par essence, qui cherche à abolir non seulement les identités, toute appartenance à une patrie, évidemment toute appartenance à un sexe. En fait, tous les déterminismes naturels qui sont considérés comme une entrave à cette fameuse liberté qui est en soi une notion spirituelle. Est-ce qu'on a virilisé les femmes Eh bien, en fait... Pour revenir à la question initiale à laquelle Sylvain a partiellement répondu. La virilisation des femmes n'est qu'une conséquence, à mon sens. Ce n'est absolument pas une cause, dans la mesure où on transforme simplement les femmes comme les hommes en tout parfaits, solitaires, qui sont autosuffisants, parce que l'on aurait en soi les principes pour se déterminer en fonction de nos désirs. C'est aussi un point sur lequel j'aurais aimé revenir pour compléter les propos de Pierre Hillard. La Révolution française, effectivement, avec la décapitation du roi, c'est la mort du père. C'est aussi, évidemment, symboliquement la mort de Dieu, mais c'est aussi la perversion de l'ordre catholique, soit de l'ordre naturel. C'est-à-dire qu'il y a renversement et corruption. Et on est dans un principe d'anthropocentrisme, où l'homme va s'ériger lui-même en tant que propre Dieu, l'homme nouveau, en fait, et Dieu serait symboliquement mort. Et forcément, en se prenant en tant que propre Dieu, donc le centre
en tant que centre de son propre monde, l'homme comme la femme, qui appartient à l'homme nouveau, n'a plus ce besoin de complémentarité avec l'autre sexe, si vous voulez. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a marqué dans une de vos vidéos. Vous dites qu'il y a une multiplication des sites de rencontres hommes-femmes, qu'aujourd'hui, grosso modo, 60% des rencontres hommes-femmes se font via des sites internet. En effet. Rencontres. En fait, moi, je déduirais, mais vous allez apporter votre vision là-dessus, que ça dénote du fait que les hommes et les femmes, en fait, ont de grandes difficultés à aller l'un vers l'autre. Et je pense, parce que dans ma vision un peu traditionnelle, c'est plutôt l'homme qui fait le premier pas. Ça, vous allez nous en parler, parce qu'à mon avis, c'est plus le cas. Mais c'est tellement plus le cas que plus personne ne fait aucun pas et que maintenant, on clique. Alors, parlez-nous un petit peu de ça. Tout à fait. Il y a un isolement. Il y a, d'après beaucoup d'hommes qui ont pu se confier à moi par rapport à mon travail réalisé sur les vidéos, qui me donnent accès peut-être à certaines confidences. Et vous nous disiez donc c'était majoritairement des hommes qui regardaient vos vidéos. 95% des hommes. Incroyable. Déjà, ça, c'est significatif. Oui. C'est significatif du besoin qu'ils éprouvent aussi par rapport au message que je reçois, d'entendre le discours d'une femme et non plus d'une féministe. Un discours qui est distillé partout dans la société par les médias. Donc, les sites de rencontres, c'est ça, en fait, c'est... Effectivement. Vous aviez des réactions, vous disiez, de personnes qui ont vu vos vidéos? Effectivement, voilà. Et comme vous dites, il y a presque une impossibilité, un mur entre les hommes et les femmes aujourd'hui, qui est créé non seulement par la division, par tous les troubles, d'après ce que j'observe, psychologiques, voire vraiment psychiatriques, comme des dépressions, des troubles du comportement vraiment sérieux, une crainte que certains hommes m'ont confiée envers les femmes, ou une méfiance excessive, que j'expliquerai aussi par le fait qu'on désapprend à l'homme, on coupe l'homme de sa nature profonde. On le culpabilise d'avoir des besoins qui sont naturels. Donc on le force à se renier, et ceux qui résistent sont culpabilisés d'être des hommes. En soi, ils n'apprennent plus leur propre fonctionnement. Donc il est impossible qu'ils aillent vers ce qui leur correspond. On se laisse souvent traiter comme on pense mériter d'être traité. Et beaucoup d'hommes vont accepter de la part de certaines femmes qui ne sont pas saines psychologiquement des traitements qui vont bien entendu contribuer à la destruction de leur confiance en eux, de leur virilité, toutes ces failles, toutes ces carences affectives, cette misère sexuelle aussi qu'ils portent en eux, ce qui va forcément créer un éloignement supplémentaire. Et en tant que femme, effectivement, je constate que les hommes ne viennent plus vers nous. Les codes sont brouillés parce que dans mon adolescence, je me questionnais énormément sur les codes comportementaux à adopter. Particulièrement cette fameuse question du premier pas. Oui, c'est ça, c'est important. Que faire ? Oui. Effectivement, parce que, naturellement et traditionnellement, en tant que femme, on attend d'être courtisée, mais les hommes ne le font plus, et on entend dire dans les magazines, les médias, partout, même les séries, etc., si vous voulez, toute cette culture ambiante, que maintenant, nous femmes, nous sommes libres et nous devons faire le premier pas. Enfin, vous voyez, il y a des injonctions paradoxales, des contradictions permanentes, qui font que les individus ne savent même plus qui ils sont profondément. On va poursuivre par un bobino, et on va avoir notre intervenante Marion Sigaud au téléphone ensuite. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 3 décembre, nous célébrerons le 30e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 3 décembre, à midi, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour, à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2017 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 3 décembre, à midi, sur la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie.
Chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté politique dirigé par Anne-Sophie Ongre-Boyer-Dieu. Le thème que nous traitons aujourd'hui est la place des hommes dans notre société. Pour nous aider à réfléchir sur ce sujet, nous avons dans le studio Pierre Hilard, que vous connaissez, qui est enseignant en géopolitique et qui replace donc le thème dans la longue histoire. Virginie Vota, qui est réalisatrice et qui nous fait part des témoignages qu'elle peut recueillir au cours de son travail sur ces difficultés d'identification des hommes dans la société. Et enfin, Sylvain Durin, qui est réalisateur, auteur d'un livre sur le matriarcat et le patriarcat que vous pouvez précommander sur le site fr.ulule.com. Deux interventions d'auditrices. On a des interventions d'auditrices aujourd'hui. Le patriarcat, c'est imiter Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, et l'Église est l'épouse de Jésus-Christ, selon saint Paul. Et une auditrice qui nous fait cette remarque suivante: je partage tout ce que vous venez de dire, plus particulièrement ce qu'a dit Virginie Vota. J'observe beaucoup de personnes et il n'y a plus beaucoup de féminité chez la femme et plus de vérité chez l'homme. Merci beaucoup pour votre émission. Alors, on va avoir par antenne Marion Sigaud, voilà, si elle est là. Bonjour Marion. Je suis là. Est-ce que vous avez pu entendre le début de l'émission ? Le tout début, non. J'ai été obligée malheureusement de la prendre en marche. J'ai entendu l'excellente intervention de Virginie Vota, que je salue avec beaucoup de respect et beaucoup d'intérêt. Voilà. Alors, je connais bien Pierre Hilard, donc je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais j'ai l'habitude de l'entendre. Bonjour Marion. Je voudrais également apporter tout mon soutien à Sylvain Durin, bien sûr. Voilà. Salut Marion. Alors, bonjour, pour vous situer, bonjour. donc vous êtes historienne et entre autres, parce que c'est un peu réducteur, vous avez écrit énormément d'ouvrages, dont un qui va sortir ou qui est sorti, Les droits sexuels, redites-le nous. Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille, c'est un livre qui est sorti il y a juste un an aux éditions Sigeste et qui fait la liste non exhaustive de toutes les horreurs qui sont préparées par les Nations Unies et toutes ces agences et la République et toutes les républiques contre l'enfance, la famille, la féminité, l'innocence et la vie en fait. Voilà. Alors, donc, c'est un livre qui m'a beaucoup coûté, ça m'a beaucoup coûté de l'écrire. J'ai passé vraiment 3 mois de cauchemar à écrire ça. Voilà. Alors, on encourage nos auditeurs à se le procurer effectivement. Alors moi, ce qui m'a marqué quand on écoute vos interventions ou quand on vous lit, c'est qu'en fait, on va pas, vous n'êtes pas de la génération de Virginie Vota, donc vous avez peut-être, voilà, on va pas dévoiler de secrets. Je peux être votre mère à tous. Je suis pas sûre que vous puissiez être la mienne. Je suis née en 1950, j'avais 18 ans en mai 60. C'est intéressant et c'est à ça que je voulais en venir en fait. Voilà. On a parlé de la Révolution donc dans une première partie. Là, on va parler aussi de l'influence de mai 68 sur votre génération. Vous êtes né sans trahir de secret dans une famille plutôt à droite, plutôt catholique, et vous avez pris, comme tout le monde, cette espèce de révolution, enfin entre guillemets, de virage à gauche, oui. Voilà, de 68, dont on paye encore les conséquences et qui finalement n'est qu'une redondance de la Révolution française. Et vous commencez, et je me permets de le dire parce que ça va très bien vous situer. En fait, l'idée c'est que vous, la femme, libération de la femme, c'est quoi ? En fait, elle est passée d'une aliénation à une autre aliénation aujourd'hui. Et vous racontez que très jeune, et je me permets de le dire parce que vous m'avez donné l'autorisation, vous avez attendu un enfant extrêmement jeune, vous étiez un peu désorientée. Enfin, non, j'étais pas extrêmement jeune, j'avais la trentaine. D'accord. J'avais la trentaine, donc j'étais tout à fait mature et j'avais l'âge de prendre tout à fait des responsabilités. Vous permettez que je prenne le relais et que je raconte cette histoire. Bien sûr, je vous en prie. Donc j'avais 30 ans, c'est pas vieux, c'est 12 ans après mai 68. Hein. Oui, ah oui, d'accord. Mm-hmm. Voilà, donc c'est pas très vieux. Je me suis retrouvée enceinte sans l'avoir voulu de quelqu'un dont je veux dire c'est le genre de relation qui est la conséquence de cette pseudo-libération sexuelle qui consiste à dire qu'on couche d'abord et puis on voit après si ça va marcher. Donc maintenant je suis complètement revenue sur ce genre de félicitations. Non mais attendez, on pourrait dire que j'en suis revenue parce que j'ai passé l'âge, mais non, j'en suis revenue
connu avant de passer l'âge. Je veux dire, non mais ça c'est d'ailleurs le fond de ce que je dénonce dans les droits sexuels. On nous a fait passer la sexualité pour une activité de loisir et non pas comme ce qui est porteur de la perpétuation de la vie et donc du sacré, du couple, etc. Donc cette relation avec cet homme était tout à fait la conséquence de ce désordre, appelons ça comme ça, de ce désordre, alors que moi je ne considérais pas criminel dans la mesure où je me disais que du moment que je faisais de mal à personne, eh bien je pouvais continuer. Et en y réfléchissant, quand je me suis retrouvée enceinte, j'ai dit non, je peux pas épouser cet homme-là, ça va mener à un divorce, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Mais c'était vraiment mûrement réfléchi, c'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que non, je peux pas. On se disputait tellement, ça n'avait pas de sens. C'était se marier pour divorcer, alors que lui il aurait voulu, lui il était prêt à m'épouser, c'était pas le problème. C'était moi qui me disais épouser un homme dont je sais pertinemment que ça ne sera jamais quelqu'un pour la durée, pour moi, ça n'avait pas de sens. Donc j'ai rompu avec lui, ça m'a coûté parce que ça m'a coûté, voilà, parce que c'était quelqu'un qui était quand même important pour moi. On ne fait pas les choses comme ça autant à la légère. Mais j'ai pris ma décision en réfléchissant mûrement et en me disant bienvenue la vie. Je n'ai pas voulu cet enfant. Il va venir, eh bien, bienvenue la vie. Et là, le ciel m'est tombé sur la tête, mais ça a été abominable. Alors, je vais vous faire la liste. Parents, sœurs, cousins non, mais voisins, amis, patrons, tous les gens qui étaient dans mon environnement m'ont dit avorte. Mais avorte. Qu'est-ce que tu vas? Comment peux-tu être assez égoïste? Écoutez bien, égoïste pour donner la vie à un enfant, qui t'a rien demandé, comme s'il ne demandait pas à vivre, et pour le priver de père, c'est-à-dire que le crime, c'était de donner la vie. Le crime, c'était de donner la vie. J'ai résisté de toutes mes forces, c'est-à-dire que j'ai lutté contre le désespoir, contre la colère, contre cette espèce de voile qui se déchirait sur ce que j'avais cru être la libération des femmes et qui m'apparaissait comme la dernière des aliénations. La femme, elle était là pour faire des enfants et elle est là pour... excusez-moi d'employer des gros mots, elle est là pour jouir et pour faire jouir, et les enfants sont en trop. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai brusquement compris ce que c'était que l'horreur de ce qu'on a appelé la libération des femmes. Et j'ai compris que les femmes étaient passées d'une injonction à une autre injonction, et que dans le premier cas comme dans le second, elles n'avaient jamais le droit à la parole. Elle n'avait jamais le droit à la parole. J'ai pleuré, j'ai supplié, je vous assure, ça a été une des périodes les plus atroces de ma vie. Pour qu'on m'entende, pour qu'on m'aide, pour qu'on me comprenne. Et il n'y a pas eu moyen, et ça s'est terminé par une fausse couche, alors que je n'ai pas désiré, j'aime autant vous dire, qui ne m'a pas été du tout une libération, qui a été, pour moi, ça a été un effondrement, mais ça a été également, alors à quelque chose malheureux, bon dit-on, le début de ma prise de conscience de ce que c'était que le leurre du féminisme. Et jusqu'à cette date-là, j'étais quelqu'un qui pouvait se revendiquer de libération des femmes, etc. Et j'ai complètement cessé. J'ai compris ce que c'était que les féministes à ce moment-là. Les féministes sont des gens qui veulent, parce que je connais des hommes qui se prétendent féministes, il n'y a pas que des femmes qui se disent féministes. Les féministes sont des gens qui prétendent faire entrer les femmes d'un moule à un autre moule, alors que moi qui suis extrêmement attentive au bien-être des femmes, parce que j'ai beaucoup d'amis femmes, parce que je crois que je suis très féminine et que je suis bien en compagnie des femmes, donc je leur veux du bien. Le bonheur des femmes ne peut pas passer par le féminisme, c'est insensé. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail qu'a fait Sylvain, et que je connais quand même depuis quelques années maintenant, parce qu'il remet les choses à l'endroit, dans ce sens qu'il ne s'agit plus d'opposer les femmes et les hommes, mais je vais dire des grosses banalités, mais de rétablir la complémentarité. Nous ne sommes pas égaux, nous ne sommes pas identiques, nous sommes là pour nous compléter, pour nous donner du bonheur, pour nous compléter et pour accomplir quelque chose qui relève de la perpétuation de la vie et du bien collectif. Voilà. Donc cette fausse couche dramatique pour moi a été quand même le début d'une prise de conscience et d'une ouverture vers la vérité, vers ce qui m'a mené là où je suis aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, une jeune femme, aujourd'hui donc en 2017, une jeune femme, moi je pensais à jeune femme, enfin en tout cas quelqu'un qui n'est pas une jeune femme qui n'est pas mariée ou qui n'a pas désiré un enfant, qui tombe enceinte, a d'autres choix aujourd'hui
objectivement que d'avorter. Absolument pas. C'est terminé. Moi, à mon époque, je vous dis, c'était en 80 là que j'étais enceinte. Depuis, là, à ce moment-là, on m'avait fait des pressions personnelles. Maintenant, la pression, elle est absolument collective. Moi, j'ai lu, et je raconte ça dans mon livre sur les droits sexuels, des sages-femmes en France reçoivent des formations à l'IVG médicamenteuse. Donc, des sages-femmes qui sont là pour donner la vie, pour accoucher des femmes, sont maintenant considérées comme pouvant avorter des femmes par injection, c'est-à-dire de la façon la plus radicale, la plus rapide, la plus banale, indolore pour la femme. Et des sages-femmes sont formées à ça au titre que l'avortement est devenu une priorité nationale. J'ai trouvé ça sur un site du gouvernement français. Alors, je donne toutes les références de ces horreurs dans mon livre sur les droits sexuels. C'est insensé. L'avortement, maintenant, est devenu une priorité nationale. Une fille qui se trouve enceinte, on ne va même pas lui demander son avis, on va lui dire, c'est là que ça se passe, une piqûre et le tour est joué. C'est monstrueux. C'est absolument monstrueux. Et qu'est-ce qu'on nie dans cette histoire-là. Alors, il y a bien sûr la vie de l'enfant à naître, parce que, je veux dire, un enfant à naître, c'est une vie, mais c'est également le simple avis que pourrait donner éventuellement la jeune personne. À quel moment une jeune fille ou une jeune femme a-t-elle à répondre à la question « Veux-tu qu'on t'aide à l'élever? Veux-tu, si tu es seule, de quoi vas-tu avoir besoin? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi ?» Non, la seule possibilité, c'est l'avortement, devenu priorité nationale. Voilà. Anne-Laure, mon assistante, a une réaction. Bonjour, je voudrais vous poser une question à propos de cette IVG, parce qu'il est aussi révélateur de la place du père, puisque c'est la thématique de l'émission. En travaillant sur le sujet, j'ai découvert qu'on avait finalement, on donnait très peu de place, voire même on effaçait complètement le père dans cette décision. Il est absolument écarté, y compris par d'ailleurs les structures de planning familial, car au cas où le jeune homme qui accompagne, parce que jusqu'à preuve du contraire, une jeune femme qui est enceinte, c'est qu'il y a un jeune homme qui était dans les parages. Il y a quelqu'un derrière, il y a un homme derrière. Au cas où cet homme aurait un réflexe justement de protection de la jeune femme, s'informerait, se rendrait compte que l'avortement peut avoir des conséquences graves sur cette jeune femme, eh bien, elle est laissée en tête-à-tête avec un corps de techniciens qui refuse toute protection à cette jeune femme. C'est absolument... Alors, je vais vous raconter une anecdote qui m'a donné froid dans le dos quand je l'ai connue. J'ai connu, dans ces mêmes années, ou un peu plus tard, un couple qui avait les pires difficultés à avoir un enfant. Donc, c'était un couple marié. Dès qu'elle était enceinte, l'enfant n'approchait pas. Elle faisait fausse couche sur fausse couche. Et un jour, elle a réussi à passer les 3 mois fatidiques. Donc, elle allait pouvoir être mère, c'était la joie dans le foyer, et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a eu tellement peur de refaire une fausse couche qu'elle est allée en catimini avorter. Et j'ai vu la tête de mon ami se décomposer, c'était la fin du monde, il n'avait aucun rôle là-dedans. Personne. Ça, alors qu'il était marié, il était légitime. Elle a paniqué. Sa femme a pu aller avorter derrière son dos et revenir le soir en lui disant « Mon chéri, c'est terminé ». Alors qu'on sait que l'annonce d'une grossesse est même pour une femme mûre une source d'inquiétude et de panique, et que c'est particulièrement à ce moment-là qu'elle a besoin de l'élément stabilisateur que peut être l'homme. Je ne dis pas que les pères se conduisent toujours de manière merveilleuse, mais ils sont pas plus indignes que les mères, et ils peuvent vouloir protéger la vie comme une femme. Sylvain Durin, mais bien sûr. Et si je voudrais que Sylvain Durin et Virginie Vota et Pierre Hillard qui sont sur le plateau puissent peut-être réagir à ce que vous venez de dire, Marion. Ah, mais je vous les attends avec impatience. Sylvain, on va commencer par vous. C'est toujours intéressant d'individualiser les choses et de donner des exemples, parce que c'est vrai que quand on réfléchit sur la question, enfin en tout cas pour ma part, j'essaie de ne pas trop personnaliser les choses, mais d'avoir des exemples. Ça ne fait que concrétiser le mal physique, psychologique que ça peut entraîner chez la femme et chez l'homme. Parce que c'est vrai ce que vous dites, le père est complètement absent de ce processus de naissance.
Il est absent parce qu'on dit oui, mais la femme peut dire maintenant oui, mais c'est mon corps, je fais ce que je veux. Non. Alors qu'à l'intérieur, il y a quand même une vie qui est le père. J'ai noté ça quand Marion, tu as parlé. J'ai mis mais qui peut contrer ça à part le père. Il n'y a que la figure du père qui peut contrer tous ces malheurs en fait. Absolument. C'est ça que je pourrais dire. Ouais. Virginie Vota, votre réaction peut-être par rapport à... Peut-être que vous avez déjà eu à traiter dans vos vidéos sur YouTube de sujets grosso modo, et peut-être déjà eu des réactions. Ce que disait Virginie Vota, Marion, c'est qu'en fait, ces vidéos sont vues à 95% par des hommes, ce qui est déjà bien parlant. Mais en plus de ça, elle a un succès terrible auprès de ces hommes. Bon, je dois dire parce qu'elle est extrêmement jolie aussi. Hein. Féminine. Et féminine, voilà. Oui, tout à fait. Je suis ravie pour elle, vraiment. Là, oui, j'ai vu ça, j'ai noté ça. Allez-y Virginie, une réaction à ce qu'a dit Marion à l'instant. Bonjour Marion. Bonjour Virginie. Merci pour votre intervention que je partage entièrement. Je voulais quand même soulever un point qui me choque particulièrement aussi par rapport à l'IVG, en fait, à l'avortement. C'est que, effectivement, vous dites que c'est une priorité nationale et on le voit. Je ne comprends pas pourquoi, là c'est d'un point de vue catholique que je parle, on ne mentionne jamais la possibilité de l'accouchement sous X, qui laisserait quand même la possibilité à l'enfant de vivre et éviterait de commettre un assassinat en fait. On ne le sait pas parce que le but c'est la mort. Hein. Les gens qui nous sommes sous un régime de plus en plus mortifère et satanique. Voilà, satanique, c'est effectivement le mot. Ouais. Et tout est fait pour rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, j'en ai parlé, j'ai mentionné cette chose-là dans une vidéo. L'homme n'a jamais son mot à dire, évidemment, au nom de, comme disait Sylvain, du principe féministe. Mon corps m'appartient. Donc, au point que, lorsque l'on embrasse cette idéologie-là, c'est toujours le principe d'anthropocentrisme en soi. C'est je décide, je refuse toute entrave naturelle, j'abolis tout déterminisme et je m'autodétermine, donc quitte à éradiquer tout ce qui peut gêner, à savoir par exemple un enfant non désiré qui grandit dans ce corps et qui n'est pas considéré comme un être humain, même d'un point de vue juridique. C'est assez effrayant, je trouve, de voir ce qui se passe. Tant que l'enfant n'est pas né viable et vivant, il n'a absolument aucun droit, aucun statut. Et tout est fait pour écarter le père de ce processus aussi, avec la reproduction. La femme, Emmanuel Macron veut œuvrer pour que toutes les femmes aient droit à la PMA, c'est-à-dire qu'elles puissent avoir un enfant sans père, oui, sans faire appel à un homme. C'est honteux. Sylvain voulait réagir à ça. Je veux réagir parce que là, on revient encore une fois dans les communautés primitives. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce qui est en train de se passer, c'est qu'on revient à on est comme dans des tribus. La dernière fois dans l'émission, je racontais l'exemple d'une tribu de Papouasie où la PMA sans père, finalement, la conséquence c'était déjà présent. Le père n'existe pas en tant que tel, donc quelque part il y a un enfant qui traîne, on ne sait pas vraiment à qui c'est. Il y a une relation entre l'enfant et l'homme qui s'appelle le tama dans cette communauté. Et aujourd'hui, c'est ça qui importe pour le système, c'est que le père doit disparaître et l'homme peut rester, bien entendu, mais il ne sera pris que par cette relation. Et cette relation doit être voulue par la mère et voulue par l'enfant. Si l'enfant ne veut pas avoir de relation tama avec cet homme, il n'y a aucun problème. Et on en est là aujourd'hui. On est aujourd'hui soit des Indiens Guarani, soit des membres de la communauté de Papouasie. Il faut que les gens se rendent compte de ça quand même. Enfin, c'est quand même incroyable. Vous disiez dans une de vos interventions que dans ces tribus alors quel est le terme je ne sais pas quel est le terme technique, mais avant en fait notre civilisation, l'homme était l'époux de la déesse et on ignorait même en fait le mécanisme de reproduction. C'est-à-dire qu'il n'était pas établi de lien entre la fécondité d'une femme et la présence d'hommes à ses côtés. Dans cette communauté. Un peu tiré par les cheveux, ça. J'ai toujours entendu dire ça. J'ai beaucoup de peine à le croire. Alors c'est au moins un artifice qui nous permet de réfléchir aujourd'hui à la GPA, même si scientifiquement c'est peut-être pas, on n'a pas pu observer exactement ça. Malinowski l'a observé dans plusieurs communautés primitives. Qu'il
a pu observer. Et donc, mais c'est cette croyance qui permet toute la suite. Le fait que la mythologie de ces communautés mette le père totalement à l'écart, ça permet la suite. C'est ça qui permet le cycle, ce que j'appelle du matriarcat sacrificiel. C'est ça qui empêche d'aller vers le Christ, et c'est ça qui nous met perpétuellement dans les communautés de violence. Aujourd'hui, aujourd'hui, la femme, c'est plus une partenaire, c'est une concurrente, même pour l'enfant. L'enfant, ça devient un objet de désir. On désire l'enfant. Tout le monde a droit à l'enfant. Il n'y a plus cette complémentarité et cette verticalité. Et c'est pour ça que je parle des communautés, parce que ça donne des exemples concrets pour que les gens puissent s'imaginer que le progrès est un mensonge. En fait, on est en train de retourner en arrière. On régresse complètement. Et parce que le système a besoin de créer ces désordres pour recréer un ordre nouveau derrière, ce qui est le mécanisme satanique par excellence, c'est-à-dire qu'il crée le désordre et il va lui-même inventer un nouvel ordre qui sera accepté par le plus grand nombre, mais qui en fait ne sera qu'un retour à ce cycle. Pas forcément par le plus grand nombre. Hein. Je crois que la vie du plus grand nombre n'intéresse pas les gens qui œuvrent à l'édification de ce système. Il y a 200 000 avortements par an quand même. Depuis le vote de la loi. Depuis le vote de la loi. Officiellement, 250 000 en réalité, car tous ne sont pas déclarés. Pierre Hilard, vous vouliez réagir. Et peut-être aussi à mai 68, comme vous, voilà. Oui, en fait, bonjour Marion, j'en profite bonjour Pierre, et j'adhère entièrement à tes propos. Et je pense je m'appuie en particulier sur les propos de Sylvain qui parle de communauté primitive. Et en fait, c'est un lien avec la construction européenne. Parce que, on veut, vous avez en particulier dans la construction européenne des documents comme la Charte des langues régionales, la Convention 4 pour la protection des minorités et groupes ethniques, la régionalisation, et on veut parcelliser les États et favoriser l'ethnicisme. En fait, les fameuses communautés primitives, c'est remettre à l'honneur une Europe des tribus, de Catalans, de Flamands, de Basques, de Galiciens, etc. Donc ça va de pair avec destruction des familles et puis ce côté tribal. Donc en fait, ça va ensemble. Et deuxième remarque, c'est au sujet des familles. Vous avez ce film tiré d'un ouvrage de Marcel Pagnol, Marius, Fanny César, début des années 30. Marius est joué par Pierre Freinet. Vous avez César joué par Rému et Fanny, je connais plus le nom de l'actrice, et Marius. Oran de Mazis. Voilà, Oran de Mazis. Merci, oui. Et le jeune Marius et Fanny sont fous amoureux, mais en même temps, Marius est aussi amoureux de la mère. Et donc, il veut, à un moment donné, il va s'embarquer dans un bateau, mais auparavant, il a une aventure avec Fanny, et Fanny se retrouve enceinte. Et donc, lui, il parle Marius, il ne sait pas que son amie est enceinte. Et donc, elle va se retrouver fille-mère. Et dans les années 30, c'est une catastrophe. Et dans cette histoire, c'est l'ami de César, enfin joué par Rému, qui s'appelle Panis, qui va épouser, alors qu'il a l'âge d'être son père, il va épouser la jeune Fanny en sachant qu'elle est enceinte, et il accepte. Donc cet enfant, officiellement, il va être le père, donc il va accorder à cette jeune femme un cadre familial solide. Il va jouer le rôle de père pour l'enfant qui arrive, en sachant que c'est pas son fils, mais il va jouer le rôle et vraiment c'est un homme bon. Et quelques temps plus tard, Marius, donc joué par Pierre Freinet, revient parce qu'il veut récupérer finalement la jeune Fanny qui est maintenant mariée, épouse officielle. Et César, son père, connaissant son fils, veut à tout prix éviter que finalement le couple Fanny et Panis éclate. Il y a une dispute entre toutes les personnes. Alors, Panis est absent pour des raisons professionnelles. Et dans la colère, Marius, donc joué par Pierre Freinet, il dit mais ce garçon, c'est mon fils, je veux le récupérer, j'ai quand même donné la vie. Et le père, joué par Rému, César, qui dit les chiens donnent la vie. Donc il montre qu'il n'y a pas que l'aspect acte sexuel, il y a aussi tout ce qui suit après, c'est-à-dire que Panis, il assure certes un cadre matériel solide, mais il apporte aussi un amour paternel pour cet enfant. Il joue son rôle de père. Alors que Marius, il a fait crac-crac, puis il est parti. Donc c'est très intéressant de voir dans le film que une erreur de jeunesse doit être récupérée pour permettre à l'enfant de grandir dans des conditions la manière la plus équilibrée possible. C'est très intéressant de voir ça. Marius, mais ça peut être retourné comme argument par nos adversaires, entre guillemets, pour valider la GPA.
la gestation pour autrui. Si vous dites qu'on devient parent, pas qu'en donnant la vie, mais que juste en élevant un enfant. Sauf qu'on peut reprendre le même argument que celui qui a été donné pendant les mariages pour tous, c'est que dans le cas de Marius et Fanny, le mariage répare un accident de la vie pour cette jeune femme. Je te rappelle que tout le monde peut se marier. Et pour ce jeune homme, alors que la GPA crée l'accident. Oui, exact. Ce qui n'est pas la même chose. Et ce qui est à l'origine de la construction d'un enfant, c'est une chose de se dire ma maman m'a gardée, j'étais pas tout à fait voulu, mais finalement elle m'a adoptée, ou cet homme-là, je ne suis pas son fils, mais finalement il m'a adoptée. Ça apprend à l'enfant, ça donne une notion d'espérance et savoir surmonter. Et d'importance. D'importance et savoir surmonter les obstacles. La volonté permet de surmonter les accidents de la vie, alors que dans l'autre cas, à l'origine de la naissance de l'enfant, il y a un homme et une femme qui ont décidé de créer un accident. C'est-à-dire que son père et sa mère, qui sont censés réparer les accidents, ont créé un accident qui est à l'origine de sa vie. C'est grave en termes de perturbant. Marion, allez-y, au contraire. Je voulais intervenir à partir de ce que disait Sylvain, qui m'interpelle beaucoup, parce que j'aime beaucoup son travail. J'ai beaucoup de respect pour et certainement au-delà pour Sylvain. Il a dit quelque chose de très important concernant la violence des sociétés matriarcales. Je pense que le seul protecteur de la femme, et je ne dis pas uniquement de la mère, de la femme et de la mère et de l'enfant, c'est le père. C'est-à-dire que je vois par exemple, j'ai étudié ça dans les droits sexuels, le fait de dire aux enfants, parce que c'est ce qu'on commence à leur dire, on commence à dire aux enfants, mon corps m'appartient, j'ai le droit de dire non. Donc si j'ai le droit de dire non, quelque part j'ai le droit de dire oui, parce que sinon ça ne s'appelle pas le droit de dire non. On est en train d'inculquer ça dans la tête des enfants, par-dessus l'épaule de leur père, c'est-à-dire que le père n'a plus rien à dire maintenant pour la sauvegarde de l'enfant. Qu'est-ce qui peut protéger les enfants contre la prédation des pédocriminels? C'est l'autorité paternelle. Si le père dit « je dis non parce que je veux, j'exige, et parce que non pas, éventuellement même parce que tel est mon bon plaisir et parce que c'est mon droit », le père n'a pas à se justifier d'avoir à protéger son enfant contre des prédateurs sexuels. Si on retire l'autorité du père, qui va protéger l'enfant contre la prédation? Personne. L'État? Le père est le dernier rempart. Et je vois ça comme un danger terrible. Mais la même chose concernant les femmes. Les femmes qui se promènent avec les seins à l'air, les fesses à l'air, les cuisses à l'air, etc. Le jour où elles se font agresser, parce qu'il y a une donnée quand même qui est certaine, c'est que physiquement, la femme ne fait pas le poids face à un homme de taille équivalente. C'est comme ça. Ça, c'est la nature. Et qu'elles sont plus agressées sexuellement dans la rue que les hommes, je pense aussi. Mais bon, ça... Non. Voilà. Non, mais ça, vraiment, bon, ça, je t'excite, je me fous de toi et j'interdis que tu me... Non, voilà. Bon, je pense que quand on sera retourné à une société de pudeur, on pourra reparler de la chose de façon tout à fait différente. Mais pareil, le père en tant que chef de famille est le seul qui peut protéger la femme mère ou la mère femme ou la femme tout court contre la prédation d'agresseurs sexuels extérieurs. Le mari, il a le droit de protéger sa femme. Non seulement il en a le devoir, mais il en a le droit. On lui demandera pas de se justifier. Si quelqu'un met la main aux fesses d'une femme en public, je veux dire, la femme, bon maintenant, alors il paraît qu'il y a des femmes, ça les traumatise tellement qu'elles sont pas capables de se défendre, elles sont obligées de revenir 30 ans après. Je doute. Mais il est légitime que l'homme mette éventuellement un bourre-pif à quelqu'un qui aura manqué de respect à sa femme. Mais ça va avec l'autorité du père. S'il n'y a plus l'autorité du père, ça va être, bon, bah, toi, moi, mais t'es qui, toi? Je suis autant légitime que toi. La femelle, elle est à tout le monde. C'est les sociétés, les communautés primitives, on en revient à ça, Sylvain. Exactement, c'est pour ça que je voulais rebondir. C'est exactement ce que disait Sylvain sur les sociétés primitives qui me fait rebondir là-dessus. Il est évident que la protection de la femme et de l'enfant, c'est par le père qu'elle passe. On supprime le père, on va lâcher la meute sur les femmes et les enfants. Et c'est en cours. Donc, je voulais dire... Si vous voulez rester encore quelques minutes avec nous, on va parler d'une autre affaire, l'affaire Weinstein. Je regarde... là, on va rire. Donc, comme on est sur Radio Courtoisie, qu'on a un petit cochon, à chaque fois qu'on donne un mot anglais, on va dire que c'était le dièse balance ton porc, c'est ça? C'est ça, dièse balance ton porc. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça? C'est une sacrée protection de la femme, quand même, comme aventure.
Quoi donc, de balancer son porc oui, voilà, c'est la parole qui s'ouvre. Oui, attendez, faut pas exagérer non plus. Je me fais l'avocat du diable, vous l'aurez compris. Non, mais attendez, faut pas exagérer non plus. Moi, je suis d'accord pour que les trucs sortent, mais tous les trucs. Il y a également des femmes prédatrices, faut le savoir. Moi, j'ai connu des cas d'hommes qui sont maintenant terrorisés parce que dans leur bureau, ils ont une chef qui lui a expliqué que maintenant les rôles sont inversés, c'est vous qui allez en baver. Une chef avec un F, pas avec 2 FE, on en parlera après pour finir. Voilà. Donc, moi, ce qui me choque dans la campagne Balance ton porc, c'est pas le principe, parce que le principe, allons-y, disons la vérité, c'est que la fille qui prétend que Elie Wiesel lui a mis la main aux fesses un jour de photo et qu'elle a mis des mois à s'en remettre, faut pas rigoler, attendez. Moi, Elie Wiesel, il me fait ça, j'attrape la main devant les caméras, je dis c'est à qui ça? Vous voyez ce que je veux dire? On sait également se défendre. Faut arrêter avec les hommes sont des porcs, on n'est que des petites victimes. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Y a un abus là-dedans qui consiste à faire passer les femmes pour des victimes. Les femmes ne sont pas des victimes. Il y a des femmes victimes et il y a des hommes victimes. Et de toute façon, le statut de victime, c'est pas un statut enviable. C'est pas un statut enviable. C'est pas quelque chose que je souhaite à qui que ce soit. Donc, dans l'excès de la campagne Balance ton porc, c'est exactement dans ce que ça montre de nouveau la femme comme la victime et l'homme comme le gros cochon, le gros méchant. Eh ben, il y a des femmes méchantes. Et il y a même des femmes très méchantes. Et je vais aller plus loin. Je vais vous dire une chose. C'est pas notre fête. Un homme de pouvoir, je déteste, parce que je n'aime pas le pouvoir. Mais une femme de pouvoir, c'est pas que je la déteste, elle me terrifie. Elle me terrifie. Et le pouvoir des femmes, c'est quelque chose, à mon avis, qui est complètement contre nature et sataniste. Marion, une petite remarque pour appuyer tes propos au sujet des femmes qui ont le pouvoir. La comparaison n'est peut-être pas très gracieuse, mais historiquement, elle est véridique. C'est que dans les camps SS, les pires SS, c'était pas les hommes, c'était les femmes. Les femmes SS, c'était les pires. Ça ne m'étonne pas. Moi, la femme de pouvoir, c'est la femme dénaturée, parce que le pouvoir ne sied pas à la femme, c'est vraiment bon. Déjà, le pouvoir, c'est quelque chose de dangereux, mais la femme de pouvoir est quelqu'un de dénaturé, et la femme dénaturée, c'est quelque chose de monstrueux. Une réaction, Sylvain Durand, sur le dièse Balance ton porc. Je vais plutôt rebondir sur ce que dit Marion, je suis tout à fait d'accord. Il y a matière. Hein. Et tu as dit quelque chose de très important, c'est que la femme n'est pas victime par essence. Et là, je vais en revenir à une des grandes entourloupes du féminisme qui nous fait croire que le salariat a libéré la femme, que le travail a libéré la femme, pardon. La bonne blague. Alors que j'en reviens toujours à mes fameuses communautés primitives. La femme a toujours travaillé. Il faudrait quand même peut-être se réveiller 2 minutes. Et les tâches ménagères sont un vrai travail. Mais je vous rassure, on continue à travailler. C'est-à-dire qu'on a double voire triple casquette. Exactement. Sauf que avant, vous n'étiez pas salarié, c'est toute la différence, et vous étiez plus ou moins libre de votre travail. Mais il faut savoir aussi que la femme n'a jamais été la victime de son homme qui allait à la chasse pour tuer les animaux, et la femme restait à la maison pour s'occuper des enfants. Ça n'a jamais existé. La femme allait à la chasse, seulement elle chassait d'une différente manière. Là où l'homme prenait la lance pour transpercer le corps d'un animal, la femme chassait en groupe et à l'aide de pièges enfermait des animaux, mais allait quand même à la chasse. Donc on chassait plus intelligemment, on piégeait. Ça va mal finir cette émission. Il y a des chasses complémentaires, voilà, tout simplement. Donc il faut sortir de cette vision des féministes qui nous font croire que la femme est tellement faible qu'elle a besoin du travail pour se libérer. Au secours. Je voudrais dire quelque chose à ce propos que j'ai découvert dans mes recherches historiques. La femme, dans les anciennes corporations, vous savez, des corporations que la Révolution française a joyeusement supprimées pour libérer les ouvriers et les envoyer à l'usine avec le renard libre dans le poulailler libre, voilà. Dans les anciennes corporations, à la mort du mari, quand le mari était maître dans un métier, un maître menuisier, un maître charpentier, un maître ce que vous voulez, à la mort du mari, la femme devenait maîtresse. C'est-à-dire que toutes les prérogatives du maître passaient à la maîtresse, qui dirigeait les travaux, signait les traites, passait les commandes, menait sa boutique. Et elle cessait d'être maîtresse si elle se remariait. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'un seul maître. C'est de préférence l'homme. Quand l'homme n'est pas là, la femme supplée. Et si la femme a trouvé un autre homme pour suppléer, c'est l'autre homme qui va reprendre. Alors, où est là l'oppression là ?
Alors, j'en ai même trouvé un exemple tout à fait précis. Damien, le régicide, enfin celui qui a attaqué le roi, avait une petite sœur, Catherine, qui avait 24 ans, qui était veuve d'un maître charpentier. Et pendant toute l'affaire Damien, on recherche Catherine Damien, ici et là, à droite et à gauche, parce qu'elle est allée livrer ceci, elle est allée voir, on n'arrivait pas à la voir parce qu'elle était chef d'entreprise en 1756. Elle était chef d'entreprise et on avait besoin qu'elle ait terminé de vaquer à ses occupations pour aller pour pouvoir l'accueillir. Voilà, c'est ça la vérité. Ça, c'était avant la Révolution française. Virginie Vota, sur l'affaire Weinstein, alors vous avez fait une petite vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez nous résumer de ça ? Je voulais rebondir justement. De mon côté, je me suis interrogée et j'ai observé les réactions des hommes par rapport à ce dièse balance ton porc, voir un petit peu comment ils se comportaient, parce que j'ai pu observer en général 2 réactions sur les réseaux sociaux notamment, ou dans les commentaires, à savoir des hommes qui défendaient Weinstein en disant, en minimisant quelque part les faits, en disant que c'était un homme de pouvoir, qu'il aimait les femmes et donc que naturellement il avait profité de sa situation, chose naturelle par rapport aux besoins physiologiques des hommes, et d'autres hommes qui au contraire étaient édifiés de lire les témoignages sur ce dièse balance ton porc et qui sombraient dans la culpabilité et la honte en fait. Du moins, ce sont les mots qu'ils employaient, d'être pratiquement des hommes. Remettez-vous. Et quelle était la bonne réaction, alors, selon vous ? Alors, je ne peux pas dire en tant que femme quelle serait la bonne réaction, mais ce que je constate, c'est que, à mon sens, ce mouvement est dangereux parce qu'il ne libère pas une parole, il contribue au contraire à la dévirisation de la société, puisque on nous montre que la virilité est de l'agressivité. Et on façonne aussi, avec ce dièse quand même, une perception de l'homme, des comportements masculins extrêmement péjoratifs. L'homme serait uniquement réduit à son membre, disons-le, à son plus bas, à la pesanteur, vraiment ce qu'il y a de plus bas chez lui. Et un des problèmes fondamentaux de cette féminisation de la société, ou la dévirilisation des hommes, c'est que on nous a complètement coupés, on ne nous apprend plus, on ne nous transmet plus, comme le relève Sylvain Durin, les vertus morales et notamment les vertus théologales. Donc, évidemment, tout est fait pour nous maintenir en bas dans la pesanteur et nous empêcher, hommes comme femmes d'ailleurs, de nous élever au-delà de notre nature biologique. Bon, Marion Sigaud, merci beaucoup. Oui, on va devoir vous laisser, mais je pense que vous allez revenir faire une émission avec nous. Il y aura une suite. Ah, il n'y a qu'à m'inviter. Voilà, on va y penser. Salut Marion, merci. Si vous amenez un plateau aussi prestigieux, moi on essaiera de faire aussi bien. Oui, plutôt qu'une. Bon, en tout cas, merci vraiment beaucoup parce que votre témoignage était très complémentaire de celui de mes invités en plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille. C'est ça, paru Oui, voilà, c'est ça, aux éditions Geste. Voilà. Merci à vous, à bientôt. Au revoir Marion. Au revoir Marion. Au revoir. Salut. Au revoir. Chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté politique dirigé par Anne-Sophie Ongre-Boyel-Dieu. Tout de suite, vous venez d'entendre Marion Sigaud, historienne. Et dans le studio, pour répondre au traité de ce thème, la place des hommes dans notre société, vous entendrez Sylvain Durin, qui est réalisateur-auteur. Vous pouvez précommander son livre sur le matriarcat et le patriarcat sur fr.ulule.com. Vous entendez aussi Virginie Vota, qui était réalisatrice. Alors, vos œuvres sont accessibles sur YouTube, c'est ça ? Oui, effectivement, j'ai une chaîne YouTube qui s'intitule Virginia avec un A Vota. D'accord, donc où vous publiez des chroniques, des chroniques sur l'actualité. Voilà, sur Boulevard Voltaire notamment, ou La Gauche Mathieu. Très bien. Et ensuite, vous pouvez entendre donc Pierre Hilard, qui est enseignant en géopolitique, qui donc replace le débat dans la perspective historique. Alors, on va, parce que le temps passe et il passe vite, on avait beaucoup de choses à dire et bon, ça donnera sûrement lieu à d'autres émissions. Je voulais qu'on parle aussi d'un débat et avoir vos réactions sur l'écriture inclusive. Moi, j'ai eu personnellement beaucoup de mal à m'y mettre. Je n'ai rien compris au départ. J'ai bien senti le piège en tant que femme et bien tendance dans ce qu'on veut nous inculquer aujourd'hui. Je vais commencer par vous, Virginie Vota, et après la réaction de Sylvain et de Pierre.
c'est quoi l'écriture inclusive par opposition à exclusive ? Effectivement, oui. Donc les promoteurs de ce... Dont Raphaël Haddad, c'est ça, un des fondateurs ? Voilà, un des fondateurs de cette nouvelle norme d'orthographe, comme ils disent, et de grammaire, part du principe que en tant que femme, nous serions dans un inconfort sémantique parce que... Bon, alors attendez, on l'apprend. Ça vous fait rire, c'est bien, mais c'est tellement énorme qu'on a du mal. Je vous dis, j'ai du mal à y croire. Quelle souffrance. Anne-Laure, est-ce que tu es dans un inconfort sémantique ? Est-ce que tu te dis ça le matin ? Non, je vous avoue que comme moi j'ai une vision très naturelle de mes relations avec mon père, mon frère et mon époux, je me sens pas en rivalité et comme le disait un auteur avec beaucoup d'à-propos, il disait par bonheur, le respect des femmes ne passe pas par la mise en place de mots plus ou moins féminisés, parce que si le combat pour la protection des femmes passe par ça, il y a beaucoup de sujets graves en fait qui vont nous échapper, notamment les violences faites aux femmes, la non prise en compte de la maternité. Mais en grammaire française, le masculin l'emporte sur le féminin, c'est très important. Et heureusement d'ailleurs que le combat pour le traitement équitable des femmes ne commence pas, parce que sinon ça veut dire quand même qu'il y a eu quelques millions d'années où les femmes ont été maltraitées. Ne serait-ce que sur l'égalité des salaires hommes-femmes. Avant ça, apparemment, ça échappe. Règle d'orthographe. Alors, Virginie Vota, nous avons donc un traumatisme, nous, en tant que femmes, en 2017. Voilà, qui est pas au courant. Nous en avons, je pense que si nous n'avons pas conscience... Merci à Raphaël Haddad, en tout cas. Conditionné pour nous en rendre compte. L'argument est intéressant, néanmoins, parce qu'il part évidemment du postulat juste en soi, pour le déformer, que le langage façonne notre pensée. Donc forcément, les femmes seraient exclues notamment des plus hautes fonctions de la société parce qu'il n'existerait pas de féminin visible dans la langue française qui pourrait leur insuffler l'idée et peut-être l'ambition nécessaire, par exemple, pour devenir des autrices. Enfin, c'est le nouveau mot pour dire auteur. C'est pas très loin d'autiste, quand même. Je vois chef d'entreprise 2FE, la une de Libération l'autre jour, une chef d'entreprise. Les noms de métiers sont pas principalement concernés, tous les titres. Alors les arguments notamment de Monsieur Haddad, c'était renouer avec la langue française du Moyen-Âge. Alors il est gentil, il pense à nos origines. Oui. Il en est peut-être un peu éloigné. Lutter contre le sexisme compensé par un langage égalitaire. Et dire que les femmes sont dans une situation effectivement d'inconfort sémantique et évidemment asséner le coup en disant, par les fameux sondages qu'on connaît par leur objectivité, 75% des Français seraient favorables à l'écriture inclusive. Et voilà, le tour est joué. Et je voulais juste ajouter que ce que l'on constate aujourd'hui, c'est vrai que ça a été porté à la une des médias très récemment, mais tout ça est en fermentation, si l'on peut dire, depuis des dizaines, voire des vingtaines d'années, avec notamment les féministes de la théorie du genre américaine. Et j'en avais lu une, notamment dans la préparation d'un essai en 2013, qui avait sorti pour... l'an 2000, elle s'appelait Christiane Barr, un recueil qui s'intitulait « Un siècle d'antiféminisme ». Et dans le dernier chapitre, elle écrivait que la langue française était sexiste et qu'elle était cause de l'oppression des femmes. Et elle citait en exemple, écoutez bien, le fait que, par exemple, on disait un ordinateur au masculin et une imprimante au féminin, parce que l'imprimante... et que c'était absolument injuste. Oui, sexiste, parce que l'imprimante n'était qu'un périphérique destiné à faire des copies sous l'autorité de l'ordinateur au masculin. C'est pour vous dire, ça va loin. Et ça fait vous avez parlé de problèmes psychiatriques, je pense que là, nous avons des sujets intéressants à traiter. Mais ce qui est important, Virginie, je sais pas, mais ce qui est important, c'est ce que Anne-Laure disait, c'est-à-dire que sous des toutes petites choses comme ça, on se cache quand même des problèmes qui pourraient être évoqués, notamment l'égalité salariale entre hommes et femmes, qui pourrait quand même être une réalité à mettre devant. Donc c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est même carrément l'arbre qui cache la forêt. Je sais pas si concernant l'égalité salariale, honnêtement, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses à peut-être... C'est un vrai débat, ça. Il y a des statistiques qui sont sorties. Il y a des statistiques truquées. Il y a des ouvrages qui sont sortis qui montrent qu'en fait, c'est pas un problème d'égalité salariale homme-femme, mais un problème d'égalité salariale entre parcours avec enfants et parcours sans enfants. Oui, ça, c'est encore nous qui les faisons. Et donc, alors, il faudrait que je retrouve les articles qui portaient là-dessus, mais on se rend compte que les femmes sans enfants sont payées de même manière que les hommes. Les femmes avec enfants ont effectivement un parcours
à peu près équivalent des salaires inférieurs, mais on observe aujourd'hui un tassement des carrières des hommes qui prennent la responsabilité de famille, puisque aujourd'hui la progression des carrières se fait sur la dimension internationale et la mobilité, et qu'un chef de famille, notamment on observe ça sur les jeunes générations, parce que les entreprises voient arriver les trentenaires qui refusent de partir de l'autre côté du monde parce qu'ils ont alors les gens ne sont pas mariés, mais ça ne les empêche pas d'être engagés dans des projets de famille. Ils ont femmes et enfants et ne souhaitent pas les laisser pour aller visiter les jeunes donzelles de Singapour et de Bangkok. Et du coup, ces jeunes gens qui refusent la mobilité se retrouvent dans des parcours qui sont plus lents, donc avec des tassements de salaire qui, sur des fins de carrière, créent une différence de salaire entre pères et non-pères. Voilà. Pour en revenir à l'écriture inclusive, donc par exemple, pour quand même qu'on image un peu auprès de nos auditeurs, même, parce que c'est pas évident de se rendre compte. Donc vous dites dans votre vidéo, donc l'écriture inclusive, ça inclut le féminin, usage du point du milieu à la place de l'espace, comme en latin, et accord au féminin de tous les mots. C'est ça l'écriture inclusive ? Effectivement, ça, ce sont les normes d'orthographe choisies, voilà. Et après des mots, par exemple, auteur devient autrice, écrivaine, chef. Voilà, notamment. Et vous dites aussi, vous donnez un exemple, l'homme avec une minuscule désigne l'être masculin et avec une majuscule l'humanité. Ça, c'est très sexiste. C'est très sexiste, effectivement, puisque les femmes sont encore une fois éclipsées. Donc, les promoteurs de l'écriture inclusive proposent d'employer le terme d'humain. Voilà, le droit des humains. Voilà, le droit des humains. Sylvain, avant qu'on finisse, qu'il nous reste quelques minutes, une réaction sur ça et puis élargissez peut-être sur ce qu'on peut faire contre tout ça, pour remettre l'homme à sa place en tout cas. Oui, les solutions... oui. Non, ce qui est important, c'est de voir les étapes successives. Là, ça peut paraître ridicule, mais s'ils en arrivent là aujourd'hui, c'est qu'ils ont réussi quand même des combats qui étaient très importants il y a quelques années, quelques décennies, quelques siècles. Parce que pour en arriver à l'écriture inclusive, ça veut dire que l'image et la figure du père est vraiment détériorée, est vraiment plus bas que tout. Et je pense que pour avoir la solution, il faut essayer de comprendre les causes. Et l'écriture inclusive, c'est lié à mai 68, c'est lié à la Seconde Guerre mondiale, c'est lié à la mort du roi, c'est lié à la Renaissance, c'est lié au judaïsme, c'est lié à tout ça, voilà, à la Kabbale, etc. Il faut avoir ce courage-là de, certes, s'intéresser à des sujets qui sont importants, parce que la lutte, les révélateurs, voilà. En fait. Il faut peut-être les contrer aujourd'hui, mais on sait que le mal se nourrit de la contradiction. On le sait très bien. Donc, pour la solution, honnêtement, à part essayer de réfléchir et de donner des pistes aux gens. Je sais pas, on parle de... Voilà, on a des petites solutions entre nous, je pense, dans les familles. Je pense qu'aussi... C'est des grandes solutions. C'est l'union. Oui, c'est l'union, et je pense que ça vient des femmes, en fait, la solution, paradoxalement. Elle vient parce aussi que de vous, messieurs. Je suis assez d'accord avec Virginie quand elle dit que les hommes ont besoin de voir des femmes qui les remettent dans leur état d'homme. C'est la réaction que j'ai eue autour de moi quand Virginie a sorti une de ses premières vidéos sur ce que les femmes attendent des hommes. C'était une vidéo pour encourager justement les hommes à être eux-mêmes. Exactement, et j'ai eu autour de moi des gens qui m'ont dit mais voilà, cette vidéo elle m'a fait du bien parce que en tant qu'homme je me sentais ceci, cela, etc. Et je pense que en tant que femme vous avez un rôle très 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 important. Essentiel pour justement demander aux hommes de reprendre leur place, et il n'y a que les femmes à mon sens qui peuvent le faire. Après, ce n'est pas la seule dimension, évidemment, c'est la rechristianisation de la France, mais ça commence avant tout par changer les mentalités, oui. C'est votre solution aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Ma solution, elle passerait par le langage, redevenir français déjà en travaillant sur la question du langage, à savoir les mots que l'on nous donne pour penser sont dans la langue du pouvoir. Donc forcément, on ne peut que penser dans l'idéologie ambiante, impossible de s'en détacher. Et c'est en arrivant à faire sauter ce verrou psychologique que l'on pourra rechristianiser la France, à mon sens, et donc retrouver un ordre naturel. Et la complémentarité homme-femme. Comme disait Sylvain, tous les sujets dont on parle aujourd'hui sont des conséquences visibles. Donc c'est vrai qu'il faut s'attaquer aux causes premières. Mais le fait que vous soyez tous les deux sur le plateau en tant que trentenaires et que vous soyez conscients du problème et qu'en plus vous y travaillez par des ouvrages idéaux fait que quand même il y a de l'espoir à attendre encore. Il y a toujours de l'espérance, oui. Un mot pour conclure, vous avez 1 minute. Alors pour les causes, la Révolution française elle-même qui puise ses origines dans la Kabbale, etc. L'Ensof, c'était l'être suprême de Robespierre. La Révolution de 89, c'est l'homme qui est son propre maître, sa propre référence. Donc à partir de là,
toutes les déviances sont autorisées, mariage pour tous, GPA, écriture inclusive, et je rappelle la réimpression de mon livre Atlas du mondialisme aux éditions Le Retour aux sources, disponible à partir du samedi 2 décembre aux librairies Facta, librairie française, Duquesne, ou bien directement sur le site des éditions Le Retour aux sources, Atlas du mondialisme. Merci. Alors, chers amis auditeurs, je pense que vous avez apprécié, vu le nombre incalculable de réactions qu'on a eues de femmes et d'hommes. Merci de nous avoir écoutés. L'émission vous pourra être réécoutée jeudi à partir de 16h. Écoutez, merci à vous. Je pense que c'est un thème qu'on reprendra, qu'on abordera à nouveau. Merci à mes invités de s'être déplacés. Moi, je voulais finir, si vous tapez par une chanson que j'ai découverte sur ce matin de Patrice Acasse, qui s'appelle « Où sont les hommes ?» et c'est pile le sujet de notre émission aujourd'hui. Je vous en donnais juste un petit chapitre. Où sont les hommes qui osent, proposent un avenir meilleur, un remède au malheur? Où sont les hommes qui se battent et combattent, vont au fond de leurs rêves et vous emmènent ailleurs? Tout un programme. Anne-Laure, le mot de la fin. Alors, chers auditeurs, vous aurez le plaisir d'entendre Anne-Sophie Hongre-Boyer-Lieu dans 4 semaines, ce qui vous donne un rendez-vous pour le mercredi 27. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne écoute de nos émissions sur Radio Courtoisie. À bientôt. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la liberté politique dirigé par Anne-Sophie Hongre-Boyer-Lieu, assistée d'Anne-Laure Mahler, diffusé en direct mercredi 29 novembre 2017 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimale est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.